Bonjour à tous les amis, la famille Senseiya, je suis ravi de vous retrouver, c'est Juan et vous êtes sur la chaîne Universeiya. Aujourd'hui une vidéo exceptionnelle et comme vous allez le voir à l'intérieur, on a un invité de marque et c'est une surprise. Ah ben non c'est vrai, vous avez vu la miniature, vous savez déjà qui c'est. Bien sûr la vidéo va concerner Jérôme Alquier, vous allez pouvoir découvrir les coulisses de l'album Senseiya Time Odyssey et bien sûr nous allons pouvoir également découvrir la personnalité de Jérôme. Restez bien tout au long de la vidéo car vous allez pouvoir découvrir quelques exclusivités, mais bien sûr il va nous expliquer le contenu du futur album collector également et nous allons pouvoir voir un petit peu plus également de choses sur la collaboration qu'il a pu avoir avec Masami Kurumada. Plus d'une heure de vidéo concernant Senseiya, vous allez bien sûr vous régaler. En tout cas, moi j'ai pris un très grand plaisir à pouvoir découvrir donc la zone de travail de Jérôme et bien sûr de vous faire partager cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir découvrir une boîte à questions sur Jérôme Alquier et aussi un petit bêtisier, vous allez voir, vous allez vraiment rigoler. Allez, on va bien s'amuser dans la vidéo, donc regardez-la, vous allez voir, on va bien s'amuser, on va bien s'éclater car il y avait une très bonne ambiance sur le tournage de l'interview. Allez, gros bisous et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne Universeiya pour cette fois-ci une review sur une mid-close. Allez, ciao les amis. Jérôme Alquier, merci de me recevoir chez toi, dans ton intimité, dans ta zone de travail même. On pourra voir un tout petit peu après ton espace de travail. Et donc du coup, merci beaucoup de prendre de ton temps pour me recevoir et pour faire cette petite interview afin qu'on puisse discuter de cette future sortie sur l'album de Senseiya que tu as créé avec Arnaud Dolem. C'est ça, bah écoute, merci à toi pour être venu et au plaisir de faire cette interview avec toi. C'est gentil, merci. Je remercie également William qui se reconnaîtra, donc c'est lui qui nous a permis. Salut William. C'est lui qui nous a permis de nous mettre en relation et de m'avoir permis de pouvoir arriver à cette interview avec toi justement. Donc alors t'inquiète pas, on va pas. Je vais peut-être pas forcément trop te tirailler. Ouais, je spoilerai pas, t'inquiète pas. Voilà, on va garder un petit peu. Pas le droit, je vais me faire taper sur les doigts. Bien sûr, mais on va garder toute la trame secrète, on va dire, sur le déroulé de l'histoire. Donc il n'y a pas de souci. On gardera vraiment le suspense jusqu'au 30 septembre à la sortie de l'album justement par Canal. Beaucoup de gens donc connaissent peut-être Jérôme Alquier sur les 3 derniers tomes qui sont sortis, donc ce que tu as créé sur Captain Harlock. Donc Jérôme Alquier, on le connaît par rapport à ça, mais c'est également aussi les travaux que tu peux faire sur Naturel. Il y a également des tomes que tu as fait avec Mythique, oui. Également, les Mythiques, quelques tomes aussi. Puis bon, il y a beaucoup de fan art, de artbook pardon, et puis beaucoup de choses que tu as pu faire également par le passé. Donc raconte-nous un tout petit peu. Voilà, alors... Donc je suis né en 75, donc j'ai grandi avec les dessins animés des années 80, avec la première fournée de Récréa 2, donc Goldorak, Capitaine Flamme, même si c'est pas partie de Récréa 2, mais disons que c'est cette génération-là, Ulysse 31, Albator évidemment faisait partie aussi, même si je l'ai un peu raté Albator quand j'étais vraiment petit. Et puis j'ai toujours adoré dessiner, et tu connais cette époque-là, on n'avait pas de streaming, on n'avait pas d'internet, on n'avait rien, donc il fallait être derrière l'écran au moment où ça passait. Et je pense que ça a aidé à ce que je sois frustré de voir qu'une fois par semaine les héros que j'aimais, et j'ai commencé à acheter des BD qui sortaient dans le commerce, j'ai commencé à dessiner en fait les personnages pour les faire vivre d'une semaine à une autre, et c'est, je suppose, au travers de ces petites activités que j'ai fini par développer et mon goût et ma passion pour le dessin, tu vois. Pas forcément à l'idée d'en faire un métier un jour, mais au moins de me dire, voilà, j'aime ça, j'aime faire ça. Et puis est arrivée la deuxième fournée qui était fin des années 80 avec les blockbusters du Club Dorothée, quoi. Et bien sûr en tête les Chevaliers du Zodiac. Et là les Chevaliers ça a été une révolution pour moi parce que déjà le dessin animé était extraordinaire. Enfin, je ne vais pas parler sur ta chaîne de l'intérêt du dessin animé, je pense que tout le monde est convaincu. Mais c'est surtout que ça m'a appris à l'époque à dessiner en fait. Tu vois, autant avant j'essayais de refaire des trucs pour redonner vie au personnage, autant là j'ai commencé à apprendre un peu des notions d'anatomie, de choses comme ça, surtout au travers de certains épisodes qui me semblaient à l'époque mieux faits que d'autres, et je pense notamment aux épisodes d'Araki Ueno qui étaient
pour moi largement au-dessus. Alors je l'ai pas vu tout de suite, mais petit à petit, pendant que c'était diffusé, je commençais à comprendre qu'il y avait différentes équipes qui travaillaient dessus, etc. Et voilà, j'ai vraiment appris, ça m'a appris à dessiner, parce que j'ai jamais pris de cours, mais en fait je suis autodidacte. J'ai pas de honte à le dire, mais j'ai appris en copiant en fait. J'ai appris en copiant, et puis à un moment ou à un autre, ma copie s'est heurtée avec une technique que j'ai essayé de faire mienne. Alors évidemment, j'aurais jamais le niveau que peuvent avoir les maîtres japonais dont j'ai parlé, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Donc Senseiya, ça a non seulement un impact énorme d'un point de vue amour de la série, mais en plus, d'un point de vue professionnel, ça m'a beaucoup appris. Attends, j'ai des trucs à te montrer, j'ai des trucs de fou, là, ça c'est un truc que j'adorais faire quand j'étais gamin, je faisais des panini. Tu vois, je faisais les panini Alors, la caméra, je faisais des panini de Senseiya, homemade quoi. Ben, j'ai vu justement sur ton profil les panini, enfin les pseudo panini de l'époque, tu vois. Alors j'étais complètement barjot parce que je dessinais en noir et blanc, je photocopiais, je coloriais plusieurs fois les mêmes images, puis je les rangeais, après je mélangeais tout, je les rangeais dans des pseudo sachets que je m'étais fait quoi. Et le soir je m'en ouvrais un, alors je faisais ah putain celle-là je l'ai pas, je la colle, celle-là ah merde je l'ai en double et tout. C'est dingue quand même. Non mais c'est barjot à l'époque. Complètement franchement, tu as gardé tout ça, c'est top. Parce que justement, j'ai récupéré 2-3 images justement sur ton profil Facebook. Je voulais peut-être les montrer. Tu me les as montrées. Mais franchement, pour l'époque. Quel âge t'avais là? J'avais 13 ans, 14 ans. Quand même, c'est beau de s'amuser à faire sa propre BD. Oui, j'avais fait plein de trucs. J'avais fait un jeu de société. J'avais fait où tu veux traverser les 12 maisons, un truc qui ressemble un peu à ce qu'a fait Tsume récemment là. Ah oui. Non, mais ça a été la folie pour moi, tu vois, Senseiya, c'était vraiment quelque chose de dingue. Alors je te passe sous silence les jouets, tu sais, les boîtes jaunes et tout. Oui, bien sûr. Les fameuses boîtes jaunes, quoi. Donc ouais, ça a vraiment un intérêt énorme pour moi, Senseiya. Tu collectionnes ou pas d'ailleurs les figurines Miklos? Ouais. Parce que, bon, là, on voit un petit peu, tu as d'autres choses. Tu as une petite collection. Peut-être. Une petite collection Star Wars. Ouais, mais je la sors pas. Ah, tu les gardes encore. Tu les gardes sous boîte? Ils sont scellés ou pas? Ben en fait, mes boîtes jaunes sont avec les persos dedans, mais comme j'ai quand même envie de les exposer, je les ai peut-être plusieurs fois, tu vois. C'est bien. Tu fais une figurine totem pour ta revenir et tout ça. Mais c'est des trucs que je les ai d'époque, à part peut-être évidemment ceux qui sont pas sortis en France, mais j'avais. Mais les figurines de maintenant aussi, les Miklos, les EX et tout ça. Ah voilà, tu continues, donc tu suis les sorties alors. Ben ouais. Donc le Chéri V3, tu l'as déjà reçu à la maison. Et par exemple. Non mais c'est bien de savoir justement que tu. J'aime la beauté des objets comme tout le monde quoi. Donc c'est sûr que je suis fan de mes vintage parce que je jouais avec mes petits doigts de gamin, je faisais le totem, je montais sur le personnage, donc forcément j'adore ça. Et quand tu les compares avec les EX qui sortent ou les Miklos, même pas EX, ça tient pas la comparaison en termes de qualité visuelle quoi. Donc je collectionne. Ouais, c'est bien. Et dans la continuité pour tout ce qui est dessin et tout ça, tes enfants aussi, ils dessinent aussi un petit peu. Ils voient papa dessiner, ça leur dit aussi. Ma fille dessine. Ouais. Ma fille dessine très bien. Les garçons, ils sont moins, ça les intéresse moins le dessin. Par contre, ils peuvent être intéressés par les animés, les mangas, etc. Mon grand est un gros lecteur de mangas. Mon plus jeune un peu moins. Mais ma fille dessine. Voilà. Mais c'est la seule à toucher le crayon. Ah. Et ils regardent aussi les mangas de l'époque. Alors je les ai biberonnés à ça, quoi. Donc forcément ils étaient obligés de regarder. C'est mon grand, je pense, qui est le plus sensible aux animés d'époque. Il a même révisé Ulysse 31 il y a quelques jours, donc très bien. Ah oui, très parce que ça c'est encore plus révisé Ulysse 31 et découvert Akira. Ah ouais. Donc c'est très bien. C'est le pierre angulaire de notre culture. Ah ouais. Et puis Senseiya, oui, c'est un gros truc pour lui aussi, Senseiya. Et comme il fait en plus une fac d'archéo, il est bien au courant de tout ce qui est mythologie, etc. Donc il me donne des petits coups de main de temps en temps pour. Il me fait mon consulting sur les aspects ça c'est bien, scénaristiques. C'est bien, pas mal ça. Bien. On peut avoir des petites idées pour des petites armures, des relations entre. Il m'a déjà
apporter quelques petites choses très sympathiques sur un plateau. Donc la légende dit que lorsque tu étais enfant, donc du coup tu as enregistré les épisodes donc sur cassette et que tu dessinais les jaquettes donc des vidéos que tu as enregistrées. Donc on dit qu'il y a à peu près 200 jaquettes de cassettes que tu as pu dessiner lorsque tu étais enfant. Et c'était le seul moyen en fait que j'avais de pouvoir apprendre à dessiner, c'était de regarder l'épisode, d'arrêter l'image et d'essayer de refaire ce que... Voilà, c'est comme ça que j'ai fait le panini que je t'ai montré tout à l'heure. Donc oui, j'avais ces jaquettes que j'enregistrais, du coup je faisais mes jaquettes tout autour. Là, je t'en ai sorti une. Bon, je devais avoir une quinzaine d'années là pour celle-là, tu vois, un Nabator 84. Voilà, bien, avec le petit descriptif, avec le petit descriptif et tout. Derrière et tout, machin. Donc, ouais, je faisais ça. Et puis c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que fin des années 90, j'avais été contacté par, à l'époque c'était Manga Distribution, qui voulait éditer des dessins animés de mon enfance, quoi. Ils n'avaient pas toujours un matériel graphique suffisant et tout, mais c'est comme ça que je suis rentré du jour au lendemain à faire des jaquettes pour la France entière, alors que je les faisais pour mes étagères, quoi. Ah oui. Voilà, le boulot il n'existait pas, puis d'un coup j'ai commencé à faire ça. Bah ouais, c'est dingue parce que je vois un petit peu en haut, donc tu as fait les nombreuses jaquettes pour les coffrets, donc tels que Jess et Conquer la lumière, Captain Flamme, Razmoquette, Mini Pouce. Je dis, c'est dingue quand même que tu réalisais tout ça. Alors, 200 jaquettes quand j'étais petit, je sais pas si je les ai faites, mais par contre, le nombre de jaquettes que j'ai pu faire pour différents éditeurs, ça se compte à entre 400 et 500 jaquettes. Ça, c'est dingue. Voilà. Des fois, c'était des séries que je connaissais même pas. Hein. Il a fallu que je regarde le truc, genre Nell, le genre de Cosette, tu vois. Je connaissais absolument pas avant d'attaquer les jaquettes. Mais bon, c'est sûr, quand j'ai fait Dragon Ball ou quand j'ai fait Ulysse 31, ça pour le coup, je connaissais pas plus. Oui, bien sûr. Ouais, mais ouais, du coup, il a fallu que tu t'imprègnes un peu peut-être de certains dessins animés que tu n'as pas pu, que tu ne connaissais pas forcément et que du coup, essayer de récupérer les traits. Mais paradoxalement, tu vois, c'était toujours des séries des années 80, 70, 80, éventuellement 90. Tu t'es pas perdu. Parce que les plus récentes, elles avaient le matériel graphique qui allait avec, tu vois, quand ils achetaient la licence pour l'éditer en DVD, ils avaient le matériel graphique. C'était un truc récent. Ce qui était vraiment manquant, c'était quand c'était des séries anciennes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même quand je connaissais pas les séries, le style de trait, ça reste quand même un peu toujours le même, quoi. Enfin, toujours le même, ça fait péjoratif de dire ça, mais la manière de dessiner reste à peu près la même. Tu vois vraiment l'inspiration des dessins des années 70 et 80, qui est vraiment très différente de si tu dessines du One Piece ou du Naruto, quoi. C'est vraiment des choses très différentes. Donc même quand les séries, je les connaissais pas forcément, le style graphique m'était familier malgré tout, parce que j'avais appris à dessiner avec ça, quoi. Ah oui. Mais c'était pas compliqué, si tu veux, pour m'adapter au style, parce que c'était le style que j'avais appris. Comme si tu me dis, c'est pas difficile de parler français, ben, c'est ma langue maternelle, quoi. Donc c'était un peu ça. J'ai appris à dessiner en refaisant des choses. Donc quand on me demande de les refaire, ces choses-là, ben, forcément, c'est ma langue, quoi. Voilà. On va attaquer dans le vif du sujet et parler de ce qui nous intéresse pour nous, les fans des Chevaliers du Zodiaque. Donc pour nous, on va dire que tu représentes, à l'heure d'aujourd'hui, tu es un dieu, puisque... Non, on dit ça parce que en fait tu vas faire revivre donc du coup nos chevaliers de bronze. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas forcément quelque chose de nouveau sous la dent, surtout. Et donc du coup c'est pour ça que lorsqu'on a appris que tu allais faire une bande dessinée sur les Chevaliers du Zodiaque, donc on a été vraiment on était très exaltés, très excités à l'idée de savoir qu'il allait y avoir quelque chose de nouveau. Tant mieux. Maintenant on connaît un petit peu les trucs, donc on est encore plus fou, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on en sait un peu plus. Pour ceux qui ont pu lire le synopsis après qu'il y avait dévoilé à un moment donné Kana, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais bon voilà. Mais là récemment il y a eu encore, on a la trame en fait, on a la période où va se passer donc les différents tomes, peut-être les différents, ou du moins la première partie, puisque ça va, le premier chevalier, on va rappeler qu'il y a 5 tomes, donc chaque tome qui va être un chevalier va concerner donc un des tomes. Le premier Eiki du Phénix, et donc du coup on sait que la trame pour le premier tome donc va se passer donc entre le fight des Black Saint, des Silver, et l'arrivée d'Aiolia au Japon sur le jardin de la princesse Harukido. C'est ça.
Bah, tu as tout dit. Alors, pour refaire très vite du coup ce que tu as dit, je fais partie des gens qui ont grandi avec les Chevaliers, comme beaucoup des gens qui vont regarder l'émission que tu es en train de faire. Je suis un fan, avant tout je suis un fan. Avant d'être auteur, avant d'avoir ma casquette de je reprends le truc et machin, je ne sais pas tout ce que tu as dit qui était très gentil, mais à mon avis exagéré, je suis un fan en fait, je suis comme vous, j'ai vraiment la casquette de fan. Et l'idée de ce projet-là, bien sûr, c'est de refaire vivre les chevaliers, etc. Mais c'est aussi de pouvoir apporter une pierre à un édifice qui est bien plus gros que nous. C'est pas pour, je fais pas de la fausse modestie en te disant ça. Je te promets que c'est pas le cas, mais c'est pas pour tirer la couverture à nous, c'est pour faire vivre la licence. Parce que moi, il y a rien qui me fait plus de la peine que la licence tombe dans l'oubli. Oui, j'ai envie de la faire découvrir. Je l'ai fait découvrir à mes enfants, mais j'ai envie de la faire découvrir à plein de monde. Et si au travers du projet que je vais pouvoir faire, ça permet à une nouvelle génération de venir la découvrir, etc. C'est le meilleur cadeau que je peux faire aussi à Kurumada lui-même. Bien sûr. Au maître, je l'ai dit à Matsumoto quand on a fait le Capitaine Albator, il y a plein de gens qui sont venus découvrir Albator par l'intermédiaire de Mémoire de l'Arcadia, qui n'avaient jamais ouvert un bouquin de Matsumoto, et qui derrière ont acheté des bouquins de Matsumoto et ont beaucoup apprécié le Leijiverse comme on l'appelle. Et si ça peut se reproduire, tu vois, pour Senseiya, c'est le meilleur cadeau que je peux faire à son auteur, et qu'on peut faire, parce que là du coup on est deux, et sans chercher, tu vois, à dire coucou, c'est nous qui l'avons fait, et on est trop fort, quoi. C'est pas le but, c'est pas le but. Moi, je suis un simple fan. J'ai la chance de pouvoir dessiner. Mon scénariste a la chance de bien écrire, et je pense qu'on va faire quelque chose. Enfin, j'espère. On met toutes nos forces dans la balance pour que le truc soit le plus réussi possible. Mais on reste des fans, et on a envie de faire partager ça aux autres fans et le faire découvrir à une génération qui ne connaît pas. Donc c'est ça notre objectif de ce projet-là. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est de collaborer avec le maître et de faire en sorte que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on écrit, chaque chose qu'on dessine, soit validée par Masami Kurumada lui-même. Quand je reçois les messages, Masami Kurumada dit ceci, a trouvé que cela, il est exalté par ceci. J'ai écrit ça il n'y a pas longtemps, mais ça résume bien en fait l'état d'esprit dans lequel on est. Quand j'étais gamin, tu parlais de cette époque-là, quand un épisode se terminait le mercredi après-midi, j'avais envie d'avoir Kurumada à côté de moi pour lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez prévu qu'il se passe juste après ?» Et là, avec ce qu'on envoie, le storyboard, là tu vois, je vous le montre de loin, mais là c'est le storyboard du tome 2, sur lequel je travaille actuellement, et je fais des dessins en parallèle. Vous voyez, c'est la... Allez, je spoil un petit coup, c'est chez Mu du Bélier à Janir. Et quand j'envoie les trucs... c'est l'inverse cette fois-ci maintenant qui se produit, c'est ça? Ben c'est ça, c'est qu'il me renvoie, bah oui, on est super content, c'est exaltant, c'est ci, c'est ça, on a hâte de voir la suite. Voilà, c'est exactement l'inverse, c'est incroyable, tu vois, je vis pas ça en claquant des bretelles en disant on est les plus forts, quoi. C'est génial, moi j'ai les larmes qui montent parce que je suis comme un gamin qui est la chance. Ça je suis Peter Jackson à qui on dit tu fais le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais. Et après si ça marche, génial, si ça marche pas, ben tant pis. Mais on prend un pied énorme. Alors, je pense pas que ça. On verra. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Peut-être que les gens, justement, ils se montent tellement le bourrichon, ils attendent tellement du truc parce que tu me dis que là, ils montent et tout, que peut-être ça va les décevoir, ou peut-être que ça va les exalter encore plus. J'en sais rien. De toute façon, du moment où ça sortira, ça m'appartiendra plus, ça leur appartiendra à eux. Mais on met tout ce qu'on a comme force dans la balance pour donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on est des fans, et parce qu'on essaie de faire quelque chose dont on pourrait être heureux d'être les spectateurs ou les lecteurs. Voilà, c'est ça notre philosophie en fait. Après, maintenant, ce sera réussi, pas réussi, voilà. Et chacun aura le droit d'avoir son avis, et ça me choque pas. Ouais. Donc maintenant, pour revenir au contenu, donc oui, évidemment, je peux pas parler de ce qui s'y passe exactement, mais il y aura en effet 5 tomes. L'idée, c'est qu'il y ait un coup de projo sur chacun des 5 chevaliers de bronze. L'histoire n'est pas c'est pas 5 one-shot, hein, c'est vraiment un antagoniste qui s'étale sur 5 albums, mais le tome 1 se passe à la fin des Chevaliers d'Argent et juste avant que le Lion d'Or vienne au Japon. C'est assez important de bien spécifier à quel endroit ça se trouve, et c'est pas toute notre histoire qui se passe là, en tout cas c'est le tome 1 qui se passe là. Et on a mis un coup de projecteur sur le Chevalier Phénix, d'abord parce que c'est mon préféré, n'en déplaise à Eric Legrand, à qui je fais un gros bisou, mais ça reste en effet Iki, mon préféré. Et en plus, quand tu sais ce qui se passe, enfin tu le sais pas, mais quand tu sais, comme nous, ce qui se passe jusqu'à la fin et à quel moment vraiment intervient le dernier tome, tu sais qu'il faudra finir par Seiya.
Donc, ne commençant pas par Seiya, je voulais commencer par celui qui me plaît le plus en dehors du héros, à savoir Ikki. Et ça tombe très bien parce que la résurrection d'Ikki, vous avez dû le lire déjà, mais la résurrection d'Ikki après les Chevaliers d'Argent, enfin pendant les Chevaliers d'Argent, est le point déclencheur, l'élément déclencheur de notre histoire en fait, de l'intervention de cet antagoniste nouveau qui n'apparaît pas dans l'œuvre originale des 28 tomes du manga de Kurumada, mais dont certaines des actions qu'il y aura dans notre histoire aura des répercussions, un écho qui existe déjà dans les albums de Kurumada. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est de profiter de cette histoire pour combler un peu les trous laissés par Maître Kurumada sur tel ou tel personnage, telle ou telle chose qui n'a pas été expliquée, etc. Quoi. Ouais, du coup, tu as pris ce trou-là pour pouvoir explorer peut-être certains personnages ou certains lieux, comme peut-être l'île de la mort, l'île de la Reine de la Mort. L'île de la Mort. L'île de la Reine de la Mort. Et c'est très important que je dise la Reine de la Mort, parce qu'on va savoir pourquoi dans notre album ça s'appelle l'île de la Reine de la Mort. Voilà. Et puis comme on a vu la plaquette aussi avec les différents chevaliers de bronze avec leur armure ou dans de petits éléments, on voit aussi Shen aussi, et donc avec son maître, on ne sait pas si c'est Maître Albior ou Dédalus de Céphée. Daedalus, hein, d'accord. Comme on ne voyait pas avec les chaînes, on ne voyait pas forcément avec les chaînes et tout, donc on pouvait s'interroger sur. Donc ça, tu reprends vraiment tout ce qui est. Dans la bande-annonce, si vous avez vu passer la bande-annonce qui a été diffusée au Sensei Symphony, il y a en effet les chaînes qui apparaissent à côté des jambes de Daedalus. Parce que je voulais faire un petit clin d'œil et tout, et en fait non, il n'a pas de chaîne, donc je les ai enlevés de la version finale, donc il n'y aura pas de chaîne. Mais oui, c'est son. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport au trailer qu'on a pu découvrir lors du Sensei Symphony Adventure à Paris, au Grand Rex, c'était au mois de mai, là, c'était début mai. Tu y étais, je pense, tu étais sur place. Donc, comment ont reçu donc les gens lorsqu'ils ont démarré, ça démarrait par le trailer justement de. Oui, de écoute, je n'en ai vu qu'un des deux parce que c'était diffusé l'après-midi et diffusé le soir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui ont filmé, ça s'est retrouvé très rapidement sur le net derrière et tout. Mais bon, écoute, l'accueil avait l'air plutôt positif, donc je continue à croiser les doigts pour que ça continue jusqu'au 30 septembre prochain. Quoi. Même après, hein, oui, surtout après d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une image, tu dis rien, mais je vais peut-être le voir à tes rectus ou à ton faciès. Mais on a vu une image de Ikki portant l'armure de Hadès. Donc voilà, juste ça. C'est très. Alors moi, j'adore en fait faire une bande-annonce. J'adore ça parce que ça fait parler les gens. Ça fait parler les gens. Ça vous met sur des pistes que c'est génial parce que les fans en plus ils demandent que ça, donc ils vont très très loin dans leurs pistes, dans leur imagination, leur interprétation, machin, etc. Et voilà. Mais donc je ne pouvais pas, ayant fait cette image-là pour l'album, je ne pouvais pas ne pas la mettre, quoi. C'était quelque chose que, justement, j'avais envie, comme toi tu dis, j'attends de voir tes rictus, j'attendais volontiers de voir comment cette image-là pourrait être prise, et puis quelles seraient les théories qu'il pourrait y avoir tout autour de ça, quoi. Voilà. Mais évidemment, j'en dirai pas plus. Oui. Alors justement, par rapport au titre de la BD, donc Sensei Time Odyssey, donc la typo a un petit peu changé. Enfin, a changé tout, puisqu'on n'est plus du tout sur les Chevaliers du Zodiaque, donc avec la typographie ou japonaise, ou même la typographie comme on a pu avoir les Chevaliers du Zodiaque en français. Je mets bien sûr une petite image d'incrustation avec le petit liseré jaune et tout ça. Donc pourquoi pas de typo comme avant pour se retrouver tout simplement parce que c'est une typo qui a été développée en interne pour comment dire. Tu pouvais pas utiliser la typo du manga parce qu'elle n'est pas adaptée, c'est écrit en japonais, etc. Donc c'est pas applicable. Et on ne peut pas utiliser celle de l'animé parce que notre projet, il n'est pas lié à l'animé directement. Il est lié au manga de Kurumada. C'est avec lui qu'on travaille. Donc on est décorrélé de l'animé. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, au travers des armures, etc., qui ne sont pas celles développées par Bandai et Toei Animation, pour tout simplement des questions de droit. Donc il faut vraiment rester très très fidèle à l'œuvre de Kurumada elle-même. Ça passe aussi par les titres. On ne peut pas utiliser des titres avec une typo liée à l'animé si notre travail est lié au manga. Et donc la typo a été développée
par des gens de chez Kana directement, et moi je la trouve plutôt réussie. Oui. J'aime bien le fait que le S et le dernier A soient plus gros, ça encadre bien. Ça rappelle aussi bien un petit peu le principe de Senseiya, et bon, j'aime bien. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Bien sûr, bien sûr. Bien. Et pour revenir sur les travaux, donc ça fait 2 ans que tu travailles dessus, à peu près. Ouais. Donc, et comment vous en êtes arrivé là, en fait? C'est comment Kurumada, c'est une collection. Classics, chez Kana, c'est une collection. Elle a été initiée avec Albator en 2014. C'est là qu'il y a eu les premiers contacts avec Matsumoto. Après, ça a pris un petit peu de temps pour être signé et pour savoir exactement ce qu'on pouvait faire. Le projet vraiment, la réalisation de l'album a commencé en 2017, mais voilà, c'est quand même assez vieux et très, très tôt dans la création de Classics. Kana avait des envies bien particulières de certaines licences, quoi. Et évidemment, Senseiya en faisait partie. D'autant plus que Kana est l'éditeur de la série originale de Senseiya sur le sol français. Donc voilà, donc ça faisait sens de s'intéresser à Senseiya. Il y avait même aussi des discussions qui avaient été faites à l'époque en 2014 pour faire par Kana, donc par un auteur français, la continuation du manga d'Omega que le Japon a arrêté. Et il avait été question à cette époque-là, éventuellement, que Kana trouve un auteur français pour continuer le manga d'Omega. Bon, après, Omega, ça n'a pas forcément une très très bonne publicité auprès des fans et dans la communauté senseiyesque. Donc finalement, ce projet-là, il était tombé à l'eau. Et puis comme il y avait Albator en parallèle, j'ai sauté sur l'occasion, parce qu'Albator, avec Senseiya, c'est mon personnage le plus culte qui existe. Et voilà, donc Senseiya a été mis un peu de côté le temps d'Albator, mais ça a toujours été dans la volonté de Kana de traiter Senseiya, et d'autant plus avec moi, parce qu'ils savent que je suis un peu fan de Senseiya. Et puis ce qui marche très très bien aussi, c'est que ce soit pour Matsumoto ou pour Kurumada, ils sont édités par le même éditeur japonais qui est Akita Shoten. Et comme on a travaillé avec Akita Shoten comme intermédiaire pour Leiji Matsumoto et que ça s'est plutôt extrêmement bien passé, de manière très respectueuse, et de nous envers eux et envers l'œuvre originale pour montrer qu'on était vraiment fidèles, vraiment respectueux, etc. Et que du coup, ils ont eu ce même respect envers nous par rapport au travail qu'on a pu réaliser et tout. Cette première très très bonne collaboration a ouvert la voie à d'autres possibilités. Ouais. Et quand on a dit, bah oui, on aime bien Senseiya aussi, et celui qui travaille avec nous chez Akita Shoten s'appelle Monsieur Kobayashi, que je salue aussi, qui est extraordinaire, et heureusement qu'on a un monsieur comme ça aussi côté Japon, qui est vraiment un super éditeur aussi, même titre que Kana chez nous. Voilà, quand il a su qu'on était partant, et lui-même travaillant avec Maître Kurumada, et lui-même fan absolu de Senseiya, parce que c'est un gros fan lui aussi. Bon, ben voilà, l'équipe elle était déjà montée avant même qu'on commence. Donc c'était devenu naturel, et ça s'est traduit par la BD dans la foulée. C'est top. Et pour revenir par rapport au tome et tout ça, donc le deuxième tome, vous avez une date plus ou moins prévue. C'est des albums qui vont sortir tous les 6 mois, tous les ans? Tous les 6 mois, non, c'est pas possible parce que ça me demande trop de temps à être réalisé. Je pense que c'est pas sûr, hein, on n'a pas de date arrêtée, mais je pense que le tome 2 il devrait sortir pour la Japan Expo Paris de 2023. Voilà. Après, j'ai dit beaucoup de dates parce que c'était des dates que j'espérais. Oui, on a vu là, il y a eu un report. Voilà, il y a eu un report à cause de plusieurs paramètres, mais les premiers, c'est une petite peur par rapport à l'approvisionnement de papier, de choses comme ça, parce que voilà, vous connaissez la crise qui peut toucher aussi les matières premières actuellement. Donc voilà, on a eu un peu peur de ça, et pour se donner vraiment un matelas de sécurité, voilà, on a décalé à la sortie au 30 septembre. Mais je pense que le tome 2 devrait sortir pour la Japan Paris. Ouais, super, bonne nouvelle. Et il sera sur Shun. Voilà. L'info, merci, scoop. Il sera sur le Chevalier Andromède, ouais. Très bonne information, merci de nous la partager. Je t'en prie, avec plaisir. Et toujours vis-à-vis de la maison d'édition Kana. Donc il y a quelques mois, on a eu la possibilité de faire déjà les précos justement pour le tome 1, que ce soit en album classique ou même en édition collector. Donc il y avait eu des liens sur la Fnac et je ne sais plus sur quelle zone de distribution. Là ça ressort encore à Amazon, même chez Kana, on peut faire directement les précommandes, tout ça. Par contre, il y avait
des prix qui étaient différents entre ce qu'on peut voir maintenant. Alors d'aujourd'hui, la précommande sort sur un coffret collector, par exemple, dans les 34,90, je crois. Et moi, j'ai fait une précommande de suite sur la Fnac, mais qui était inférieure au prix. Donc, est-ce que les gens qui ont fait la première préco donc vont se retrouver avec le vrai coffret collector, ou c'est juste il y a des modifications là-dedans pour ce... Il y a eu en effet manifestement, enfin moi je ne m'occupe pas de ça, hein, donc oui. ce que je vais te dire c'est peut-être à pondérer, il faudrait poser la question directement à Cana. Mais il avait été à une époque, tôt dans l'année civile, imaginez que le collector serait autour de 25 €. Et peut-être qu'il y avait eu des communications avec le distributeur de Cana à l'époque, qui avait gardé le prix de 24,90 en tête, machin. Et peut-être qu'il y a eu des précommandes qui ont été lancées par différents sites vendeurs, comme Fnac, tu le cites, ou Amazon, à ce prix-là. Mais le prix n'était pas encore figé, en fait, dans notre tête. Et pour aller même plus loin que le prix, tu vas comprendre pourquoi le prix ne l'était pas, c'est que le format n'était même pas figé encore. On ne savait même pas ce qu'on mettait exactement dans le collector. J'avais déjà, et ce depuis l'année dernière, beaucoup répété qu'il y aurait les 24 pages en plus, 16 pages de making-of, 8 pages de side story, etc. Tout ça, vous le savez déjà, parce que je suis sûr que vous avez déjà pris toutes les infos qui vont bien. Mais par contre, même en termes de format ou comment le présenter, l'objet, c'était pas encore décidé. Et notamment, depuis, on sait qu'il sera en taille un petit peu plus grande que la version classique, qu'il sera avec une autre couverture, qu'il sera avec un fourreau tout autour, etc. Et tout ça, tant qu'on ne savait pas, on ne savait pas non plus quantifier le prix que ça allait coûter. Donc aujourd'hui, le collector, il est aujourd'hui bien établi. Du coup, je coupe un peu l'herbe sous le pied de Cana qui attend un petit peu avant d'annoncer qu'il y aura un collector. Mais enfin, je pense que ça ne surprendra plus personne, pour peu que vous avez suivi un tout petit peu je sais, vous savez qu'il y a un collector. Donc, mais c'est même Cana qui le dit, je crois que le 25 juin. Oui, ils n'ont pas dit qu'ils allaient annoncer. Mais enfin, on se doute qu'il va y avoir quelque chose, sachant qu'il y a eu justement des précommandes avant, donc on se doutait que... Très certainement, c'est un peu plus de détails sur son contenu. Mais voilà, il a augmenté sa taille. Ça demande plus de papier, ça demande plus de carton, il y aura un fourreau, il y aura plein de choses qui vont être un petit peu supplémentaires, il y aura un pressage métallique par-dessus, enfin, ça va être un très très bel objet, et aujourd'hui ils savent quantifier, ils savent combien ça va coûter 34,90, et donc le prix a été réajusté, je crois qu'aujourd'hui c'est fait, sur tous les sites marchands. Donc si vous l'avez acheté 24,90, je suis désolé de vous l'annoncer, il faudra vous rajouter 10 € pour avoir le... Non, pas de souci, mais au moins comme ça c'est... Mais je pense que comme ça, enfin, au moins vous l'aurez si vous l'avez déjà commandé, parce que là encore... Alors d'aujourd'hui, je peux te dire, je suis allé voir, parce qu'il y a un copain qui m'a envoyé le lien, sur le lien Amazon, actuellement disponible. Actuellement ? Indisponible. Et c'était, je crois, ouvert ce matin. J'ai vu un truc comme quoi il faut se rouiller dessus parce que ça va être bientôt. Ce matin c'était dispo, cet après-midi ça l'est. Ouais. Bon. J'espère peut-être avoir mon édition collector si je vais peut-être le chercher directement chez. Ce qui est certain, c'est que tout le monde me demande il y a quoi comme différence entre le classique et le collector. Le classique se suffit largement à lui-même, que vous soyez fan ou pas fan, ça suffit. Vous pouvez acheter les classiques et vous aurez l'histoire. En revanche, il y aura peut-être quelques petites phrases que vous comprendrez peut-être pas. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il a dit ça? Mais bon, ça ne va pas changer la compréhension de l'histoire. Oui. Vous n'allez pas vous retrouver paumé parce que vous n'avez pas le collector. En revanche, avec le collector, vous aurez des infos supplémentaires, des choses vraiment qu'on désigne pour les fans, comme la side story sur la mythologie de l'armure du Phénix. Est-ce que Ikki est ou pas le premier porteur de l'armure du Phénix, des questions qui depuis des années déchirent certains fans sud-américains. Bref, vous aurez des infos que vous n'avez pas dans la version classique, qui vont vous éclairer peut-être 2-3 phrases de l'album complet. Ah, c'est cool de savoir tout ça. Quand on est fan, je ne peux que vous conseiller de prendre le collector, parce que vraiment vous aurez des choses en plus, des vraies choses en plus. J'ai mon lecteur test qui est un très très bon ami à moi, à qui j'ai fait lire l'album. Il m'a dit, écoute, j'ai beaucoup aimé. Alors, lui en l'occurrence il a bien aimé, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aimer, mais lui il a beaucoup aimé l'album. Il m'a dit, je ne sais pas ce que j'aime le plus, je me demande si c'est pas la partie bonus et side story que j'ai pas encore plus préféré que le reste, quoi. Donc si vous êtes fan, je pense que vraiment la version collector, ce serait cool. Et puis ça va combler peut-être certaines lacunes d'un côté comme de l'autre. Donc de ta partie à toi, vous aurez des réponses à des questions qui déchirent les fans,
Et que peut-être le classique n'apportera pas comme réponse. Ouais. Mais bon, voilà. Surtout que justement, tu parles de ça, que ça va apporter des manques, mais des manques que justement Kana, donc la maison d'édition, nous marque, qui est entre guillemets l'histoire donc, que vous avez créée donc, est canonique. Donc c'est-à-dire que s'intègre bien donc, dans l'histoire originale de Kurumada. Donc on peut dire que ce que vous avez créé est plus ou moins très officiel. C'est-à-dire que vraiment, ça s'intègre dans l'histoire, ce que tu nous racontes sur l'histoire peut-être de l'armure du Phénix et les éventuelles personnes qui auraient pu la porter. Donc ça a été validé et on peut limite l'intégrer vraiment dans l'histoire du manga classique. Pour être très clair par rapport à ça. Canon, moi c'est un mot que je n'ai jamais compris et n'importe qui met n'importe quoi derrière. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Si canon, on réserve ce terme-là à tout ce qui est écrit et dessiné par l'auteur original, mon histoire n'est pas canon. Si canon c'est validé par l'auteur comme étant parfaitement respectueux de l'œuvre originale et s'intégrant parfaitement, alors on va vers les canons. Ça dépend ce qu'on y met derrière. Tu vois, les gens qui disent « Ah, de toute façon, c'est pas Kurumada qui aura dessiné, donc c'est pas canon. » Là, je veux dire, j'ai rien à dire. Enfin, Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on fait pas un Omega. Sans du tout être péjoratif pour Omega, parce que perso, je suis un très très grand défenseur d'Omega, mais... c'est pas un spin-off très dérivé, oui, bien sûr, c'est que ça s'intègre vraiment dedans. Là, moi, je voulais faire vivre Seiya, Shiryu, Yogashen et Iki. C'est pas leurs enfants, leurs petits-enfants ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc c'était vraiment eux que j'avais envie de faire revivre parce que c'est eux qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant. Quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de se rebaser sur la timeline de Maître Kurumada, sur son histoire originale et de venir s'implanter à un endroit précis pour le tome 1, peut-être à un autre endroit pour le tome 2, et vraiment de combler, comme tu le dis, combler les manques et essayer de faire en sorte, ça ne veut pas dire que ce qu'on apporte comme idée, c'était les idées de Kurumada, et voilà, au contraire, il nous a souvent écrit, mais l'intérêt justement de faire comme ça ce genre de projet, c'est de permettre à d'autres auteurs d'apporter sa pierre, etc., et de faire vivre l'édifice tout entier. Est-ce que ça veut dire que c'est canon, pas canon? Moi je sais pas, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais l'idée c'est vraiment d'être le plus proche possible, et le plus respectueux, et sans aucune, je garantis pas qu'il n'y en aura pas, mais sans aucune incohérence par rapport à l'œuvre originale, et on fait tout ce qu'on peut, on a relu tous les bouquins les uns après les autres pour être sûr qu'on ne faisait pas d'incohérence. On a transmis à des gens qui sont bien plus spécialistes que nous, qui ont à peu près validé aussi qu'il n'y avait pas d'incohérence, et Maître Kurumada l'a validé aussi, ainsi que Monsieur Kobayashi d'Akita Shoten. Avec tout ça, on n'est pas à l'abri d'avoir fait une micro-bêtise quelque part, mais si tu veux, on met toutes les chances de notre côté pour que ce soit le plus respectueux possible, le plus fidèle possible de l'œuvre originale. Alors de là à dire c'est canonisé, pas canonisé, ça je vous laisse en discuter entre vous, mais voilà, l'idée c'est que ce soit le plus respectueux possible, et que ça apporte des choses nouvelles. Voilà. C'est très bien, justement, c'est bien qu'on puisse justement avoir et que des zones d'ombre justement de ce côté-là, et que Kurumada l'a validé, bien sûr, on peut, bien sûr, et ça nous a peut-être permis à une époque peut-être de l'imaginer ou quoi que ce soit, et là de se dire qu'on va vraiment savoir, c'est que mieux justement, et si ça se passe comme ça pour les 4 autres tomes et pour les 4 différents personnages, ça va être incroyable, vraiment, quand on va vraiment savoir tout ça, ça va être et vraiment les side génial. stories donc, qui sont très comparables aux side stories qu'il pouvait y avoir dans les hardbooks, les Jump Gold de sélection de l'époque. Les side stories, elles ont pour but de raconter une histoire qui met un coup de projo sur la mythologie de chacune des 5 armures de bronze. Donc évidemment, la première, ce sera sur l'armure du Phénix. Pourquoi elle se retrouve sur l'île de la Reine de la Mort, pourquoi l'île s'appelle l'île de la Reine de la Mort, pourquoi c'est qui en hérite, qui la gagne, qui était un peu le personnage de Guilty, etc. Enfin, voilà, tous ces thèmes-là, ils vont être abordés soit un peu dans la BD, soit uniquement dans la side story. Et c'est pour ça que je dis que les fans, vraiment les fans hardcore, quoi, ils auront le plus d'informations dans les bonus, dans les bonus collector. Donc vous avez entendu, il faut à tout prix réserver et précommander où c'est qu'on peut le coffret collector sur le tome 1 de Time Odyssey, justement. Pour le mien, peut-être que j'essaierai de voir si je pourrais venir directement chez le maître pour le... Alors moi j'en aurais pas, moi je suis pas vendeur de collector, mais j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. Moi le but du jeu, c'est que tous les gens qui ont envie de partager la passion jusqu'au bout puissent l'avoir. Après, je garantis pas qu'il y en aura pour tout le monde. C'est toujours le même problème du collector. Exactement, c'est un tirage un certain nombre limité, donc c'est sûr. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas le collector et que vous avez la version classique, vous raterez
seulement 0,05% de ce qui est contenu dans le collector. Mais je sais que les fans vont aller chercher ce petit, ce petit truc manque. Voilà. J'ai des questions aussi de certains copains également, qui sont très fans aussi, qui ont des chaînes YouTube également, qui te suivent également de près. Donc j'ai Niki qui me dit, donc dans le futur, penses-tu que Saint Seiya envoûtera la nouvelle génération ou restera avec les anciens du club Dorothée? Donc ce serait un peu ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que tu essayes de faire revivre, de redonner un petit coup de fouet donc à la licence Saint Seiya justement, et que ça reste pas forcément sur les gens de la quarantaine, on va dire. Je pense que les heures glorieuses de Saint Seiya, elles sont avec la série originale. Je pense qu'aujourd'hui, tout projet lié à Saint Seiya a pour but, si tu as envie de le réussir, sans réinventer la roue, tu l'adresses à un public de l'époque qui est susceptible de l'aimer. Si ce public, qui est, comment dire, fondation de ta maison, n'adhère pas au truc, même si c'est vachement bien fait, même si c'est hyper dynamique, même si c'est calibré pour la jeune génération, et tu as bien compris que de tout ça, je parle d'Omega, ça marchera pas parce que l'ancienne génération ne suivra pas le truc. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour Omega, bien que je sois manifestement un des rares à trouver ça vraiment très très bien. Donc c'est compliqué à faire quelque chose qui plaît à l'ancienne génération, parce que qui plaît à l'ancienne veut dire aussi qu'il faut prendre en compte le fait qu'ils aient grandi, le fait qu'ils cherchent quelque chose de plus adulte, etc. Et ça va justement à l'encontre de ce que tu peux créer aujourd'hui pour une jeune génération qui peut-être va aller chercher ce que toi tu allais chercher quand toi tu étais gamin, mais pas quand tu es grand aujourd'hui. Lost Canvas en est un bon exemple, c'est absolument génial Lost Canvas. Est-ce que ça marcherait très bien pour une très jeune génération? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est difficile d'arriver à combler tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'étant fan de la génération des années 80, j'essaie de faire en sorte que ceux qui ont grandi avec moi puissent y trouver leur bonheur dans la série. Alors est-ce que ça veut dire que les jeunes vont pas aimer Saint Seiya? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on a fait les choses de telle sorte que ça puisse aussi intéresser tout le monde. Mais malgré tout, le cœur de cible d'un projet Saint Seiya reste, je pense, quand même les fans de cette époque-là, qui l'ont découvert à cette époque-là et qui, du coup, ont transmis à la jeune génération par leurs enfants, etc., en le faisant découvrir. J'ai vu ça sur Albator, je vois pas pourquoi ça ne ferait pas comme ça ici, pour Saint Seiya, quoi. La seule différence, c'est que Saint Seiya, contrairement à Albator, a eu plein de séries spin-off qui ont fait que tu as dit tout à l'heure très gentiment, tu redonnes vie à Saint Seiya. Je redonne pas vie, je donne une vie de plus, mais ils n'ont pas besoin de moi. Saint Seiya continue à vivre sans moi. Albator, c'est un petit peu différent, il y avait un manga qui sortait, mais c'est vrai que chez nous, il n'y avait pas vraiment d'actualité liée à Albator, à part peut-être le film de 2013, qui pour le coup l'a fait découvrir à une jeune génération. Donc voilà, je sais pas répondre à ta question, mais je souhaiterais y répondre, mais bien entendu, ce sera éternel, parce que c'est ce que je rêve, le souhaite, que ça reste comme ça. Que Saint Seiya soit éternel, et encore une fois, notre projet est là pour que Saint Seiya dure dans le temps, pas pour que Time Odyssey dure dans le temps, mais voilà, que ce soit Saint Seiya qui brille. J'ai Matt qui me dit, quel perso préfères-tu dessiner et mettre en scène? Iki. On le voit, hein, c'est le premier tome pour lequel tu vas écrire celui-ci, donc Iki. Iki, parce que bizarrement, je me rends compte qu'il est un peu albatorien, le personnage, un peu solitaire, un peu taciturne, enfin, un peu ténébreux, voilà, c'est un peu le mauvais garçon, mais tout en ayant des grandes qualités, des valeurs humaines assez fortes et tout, et c'est pas la tête brûlée de Seiya, tous les personnages sont vraiment intéressants, enfin tous les 5 personnages sont vraiment extrêmement réussis, mais s'il y en a un qui me plaît un peu plus que les autres, c'est Iki. Et du coup, ça se répercute sur mon plaisir que j'ai à le dessiner. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et Géry qui me dit, quel regard as-tu vis-à-vis de la série Netflix, si tu l'as regardée, concernant le changement de chaîne, le fait que les plaques dégoûtent pas, la fin des masques pour les filles. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu fais un nouveau truc, il faut que ce soit assez nouveau pour apporter quelque chose. Sinon, ça sert à rien, autant regarder l'ancien. Mais quand tu fais trop nouveau pour te mettre à dos ceux qui aimaient l'ancien, c'est là que la limite doit pas être dépassée. Peut-être qu'on a raté notre coup et qu'on l'a dépassé, nous, j'en sais rien. Ou peut-être qu'on a fait trop pareil, je ne sais pas. Mais pour la série de Netflix, c'est ça la question, le changement de sexe de Sean, il est totalement incompréhensible pour moi. J'entends les discours classiques de dire il faut l'égalité, machin, etc. Mais s'il y avait un perso qu'il fallait surtout pas féminiser, c'était lui.
Parce qu'il avait déjà cette part de féminisme. C'est le principe du personnage de Sean. Le personnage de Sean, c'est justement l'archétype de dire j'ai cette sensibilité peut-être beaucoup plus importante, cette part de sensibilité. On a tous en nous une part très sensible et une part très virile, mais même les femmes ont une part très masculine, etc. Donc, travailler sur un personnage qui met un peu plus en avant un côté qui naît et sauter sur ce personnage-là pour faire exactement l'erreur contraire de le recaricaturer en « Ah ben, il est trop sensible, donc ça doit être une femme », c'est encore pire, ça va à l'encontre de l'idée même de l'égalité qui prône en fait comme étant la justification du changement de sexe. Et surtout ce personnage-là. Et c'est incompréhensible pour moi. C'est comme si demain on me dit on va féminiser Aphrodite, quoi. À ce moment-là, féminiser le personnage du scorpion dans le film était plus intelligent. Voilà. Mais alors c'est tellement archétype, tellement caricatural d'aller chercher le personnage qui ressemble plus à une femme pour le mettre femme. Je trouve ça vraiment une erreur énorme d'un point de vue philosophique de la chose, quoi, tu vois, indépendamment de l'aspect scénaristique. Donc après, qu'est-ce que j'en pense? C'est bien fait, les cheveux bougent pas beaucoup, donc moi je suis plus sensible à la 2D qu'à la 3D. Mais malgré tout, c'est pas mal, ça se laisse regarder, c'est sympa. Moi, ça me fait plaisir de retrouver les persos que j'aime. Je trouve que les armures, elles brillent bien. Les mouvements, évidemment, c'est des mouvements qui marchent très bien. Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup d'émotion, en fait. C'est tellement bâché très rapidement que je me rappelle quand j'ai vu le début de la saison 2, je crois, où peut-être pas le début, mais tu avais, dans le même épisode, tu avais Shiryu qui affrontait Argol, le sacrifice des yeux et l'arrivée d'Aior au Japon, quoi, tu vois, la découverte des Chevaliers d'Or et l'arrivée d'Aior au Japon. Mettre tout ça dans un même épisode, comment veux-tu? Ouais, c'était super concentré, super rapide, là, ils ont tout fait. Le sacrifice de Shiryu, c'est pas comment dire, c'est pas la manière de bouger, machin, c'est l'émotion, la musique qui passe, ce truc là où tu vois comme ça, les yeux vus de près, avec le zoom sur les yeux, les doigts qui approchent et tout, l'image qui devient toute rouge et après il se tourne et il a les yeux qui pleurent de sang. Il n'y a pas énormément de dessins pour le réaliser, mais putain, quelle émotion, quoi. Waouh, quoi. Et tu réduis ça à 30 truc, secondes. voilà, et surtout il ne faut pas trop montrer parce qu'il ne faut pas que ce soit trop violent. Et oui, en plus, il ne fallait pas que ça soit non plus trop violent également. Donc bon, pas un grand fan de la série Netflix, mais je comprends qu'elle existe et je trouve qu'elle a son public, son jeune public. Il y a plein d'enfants qui m'ont dit avoir découvert SNCA. Oui, c'était une manière de faire découvrir pour les jeunes, surtout. Exactement, je pense que ça a été fait pour ça. Et voilà. Et du coup, si c'est ça son but, elle touche son objectif. Si c'est pour plaire à la génération des années 80, je suis pas certain qu'on soit beaucoup à mettre au nu la série de Netflix. Voilà. Et j'ai James qui me dit: as-tu utilisé des inspirations de personnages déjà existants pour créer certaines de Time Odyssey? Alors, non, je crois pas. Tu verras que les personnages nouveaux, ils ont un design qui est un petit peu différent des dessins Senseiya qu'on a l'habitude de voir. Oui, ça ressemble un peu, puisqu'on a pu voir certaines sur des planches, 3 chevaliers, il y a bien sûr l'horloge dessus, on va pas rentrer dans l'aspect l'ampli mythologique avec Chronos, il dit peut-être les 12 heures là-dedans, mais ils ont des traits de dessin un peu Oméga, un peu dans ce style-là. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et puis, il y a des inspirations parfois de personnages réels. C'est assez varié. C'est moins Araki Ueno comme certains peuvent l'imaginer, surtout s'ils connaissent un peu mon parcours et ma fanatitude envers ce duo absolument exceptionnel qui a fait de Senseiya, en plus de Maître Kurumada, ce qu'on aime aujourd'hui, quoi. Donc oui, il y a une différence de dessin, et même dans les armures, je pense que c'est pas des armures aussi classiques que ce que tu peux voir. Je dis pas qu'elles sont mieux ou moins bien, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a un style particulier. Alors on a hâte de découvrir ça, justement. Ouais. Alors il va y avoir une particularité par rapport à ces armures, c'est que, je fais un petit spoil, mais c'est que l'idée, c'est que les armures sont vraiment liées au personnage, à la personne qui le porte.
et c'est pas l'inverse, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme les chevaliers d'Athéna qui se battent entre eux pour être dignes de porter une armure de Pégase, mais ça aurait pu être Cassius qui la gagne. Oui. Là, elles sont beaucoup plus liées à celui qui le porte que des armures existantes sans leur porteur. Donc il y a une histoire émotionnelle alors dedans. Ouais, il y a un lien en fait qui les lie, qui est peut-être différent de ce que... Voilà. Non, ça va être intéressant tout ça. Voilà. On ne dit pas plus parce que je vais pas spoiler, mais voilà, il y a ce lien-là qui n'est peut-être pas présent dans aucune autre œuvre, je crois, de Senseiya. Je vais ouvrir. Allez. Renaud me dit quel passage des animations d'Oav et d'Hadès qu'on a pu voir. Donc t'as le plus déçu par rapport aux visions que tu as pu en faire en lisant le manga. Et à l'inverse, quel passage pour toi a surpassé tes attentes? J'ai lu beaucoup de choses concernant la partie Hades, notamment que Sanctuaire c'était très chouette et que après, dès que c'était dans le Mekai ou dans Elysion, c'était moche, franchement, ils se sont pas foulés la rate, c'est exactement copier-coller du manga, etc., etc. Donc j'ai entendu beaucoup de choses. Moi je dis juste que si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais kiffé à 100%, donc je peux pas jeter l'opprobre sur l'adaptation de Senseiya Hades. Moi je la trouve très réussie, que ce soit la partie Sanctuaire, parenthèse des trucs faits en 3D, que voilà, la statue d'Athéna, le Seiya qui revêt l'armure dans l'épisode 1, ça en 3D, je pense que ça pouvait s'oublier, mais sinon le reste je trouve ça super réussi. L'ambiance est là, l'émotion est là, la qualité des dessins est là, elle est plus uniforme que ce qu'elle était pour notre série de l'époque où d'un épisode à un autre, tu avais quand même des gros écarts, des gros grands écarts, alors que là, sur la série Hades, je trouve quand même, comme c'est des OAV, ils ont peut-être eu plus de budget, plus de temps, et puis surtout sur la partie Mekai, je crois que c'était quasiment tout le studio Araki qui le gérait. Je trouve qu'il y a une bonne homogénéité d'un épisode à un autre. Moi, j'ai kiffé, quoi. Donc, je trouve j'ai pas un truc qui m'a déçu par rapport au manga. En revanche, je trouve que les choix des couleurs un peu violacées pour les surplis, plutôt que noir foncé, enfin gris foncé ou noir, marchent très bien. Les reflets, parce que le numérique est arrivé et c'est plus le cellulo qui se faisait, a fait qu'il y a des reflets et tout, ça marche très bien aussi. Moi j'étais super heureux de découvrir ça. Je l'ai tellement fantasmé, tellement imaginé, que quand c'est arrivé, j'ai pas essayé de comparer avec ce que j'avais dans la tête, mais j'ai juste pris un plaisir possible à le regarder, quoi. Et non, il n'y a rien à jeter, quoi. Pour moi, il n'y a rien à jeter. Alors évidemment, avec un peu plus d'argent, plus d'images, pour faire des intervalles supplémentaires plutôt que des images fixes qui bougent comme ça quand il y a une attaque et tout. D'accord. C'est une question d'argent, ça, c'est pas une question de... Voilà, la beauté du dessin est là, les couleurs chatoyantes sont là, je trouve que l'émotion est là. Après, je sais que c'est pas partagé par tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis merde, quoi. Hades, on a attendu 10 ans, profitons-en. Exactement. Après, c'est toujours très français, hein. Enfin très, très fan attitude de critiquer. Voilà, on se fait tellement des idées que quand ça arrive, on est... Mais maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que je crée des choses qui sont sujettes à être entre les mains des fans et de se dire oh, c'était mieux avant, machin, ça. Je prends des précautions avant de juger les choses et j'essaie de trouver les choses qui sont vraiment bien, auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé en étant fan. Et voilà, et puis il faut accepter aussi que chacun y apporte un peu sa touche, quoi, sa pièce. Exactement. Donc, non, moi j'ai vraiment Hades, j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai notre ami donc de la chaîne Hiro Channel qui me dit comptes-tu inclure de la romance dans ta saga entre les différents personnages ou la princesse Saori et Seiya, ou pour toi les dieux ne peuvent pas s'amouracher avec les humains? C'est une question super précise. Alors évidemment il y a un peu de romance. Alors, c'est pas le thème principal de l'histoire, mais oui, dès le tome 1 en l'occurrence, l'amour est l'amour au sens général, quoi, est un moteur énorme pour les actions de tel ou tel personnage, à commencer par Ikki. Donc oui, il y aura un petit peu de ça, mais c'est pas... Non, ça va pas être très similaire au film Tenkaihen, où clairement c'était, d'après ce que j'ai cru comprendre, un film développé pour
Une histoire de la love Saint-Valentin, quoi. Ouais. Et je crois qu'ils voulaient le sortir au Japon pour la Saint-Valentin, etc. Donc non, on va pas aller à ce niveau de lecture-là, même si, oui, on va quand même effleurer ce genre de choses. Du moment que c'est dans le manga original, on va respecter de toute façon les interactions des personnages, y compris ceux qui sont amoureux les uns avec les autres. Ça, c'est plutôt bien. J'ai une question de Staril qui me dit qu'est-ce qui a changé entre le fan qui a créé donc certains dessins fan art, artbook, et le Jérôme qui fait maintenant officiellement partie de l'univers Senseiya, et qu'est-ce qui reste de ce jeune fan? Bah en fait, il n'y a rien qui a changé, quoi. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai toujours la casquette de fan, moi je suis toujours fan. Jusqu'à 90 ans, même quand je ne serai plus officiellement sur des projets Senseiya, parce que voilà, je serai toujours fan. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, je vais continuer à dessiner des chevaliers. Tu vois, quand quelqu'un me téléphone, je prends le téléphone, je ne sais pas quoi faire de mes mains, je dessine des personnages. La plupart du temps, quand je pose au téléphone, je ne sais pas ce que j'ai fait, et que je regarde, la plupart du temps, c'est du Senseiya ou du Albator. Hein, c'est l'un ou l'autre. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que ce qui était une envie à l'époque, de pouvoir apporter une pierre à un édifice, aujourd'hui, à force des rencontres, à force du travail aussi, à force de développer des projets, des partenariats et tout, ça finit par devenir réalité, quoi. Mais sinon, à la base, je suis le même fan, quoi. Je me revois toujours dans les années 80 à désespérer quand je vois marqué auteur Masami Kurumada qui commence à défiler sur les images du dessin animé, parce que je savais que ça signifiait que c'était fini. Dans 10 secondes, il n'y a plus de l'épisode, il va falloir attendre une semaine de plus. Donc tout ça, c'est toujours ça qui m'anime, en fait, tu vois, ça n'a pas changé. Après, oui, certainement que j'ai dû progresser en dessin, certainement que les rencontres, les projets que j'ai menés depuis 20 ans ont fait que j'ai un niveau plus professionnel, etc. Mais sinon, le fan lui-même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. En tout cas, si le fan, c'est dans le sens collectionneur de jouets, etc., lui, il n'a pas changé. Hein. Malheureusement, il n'a pas changé. Et j'ai Davy également qui me dit quel film Senseiya as-tu le plus préféré et pourquoi? Quel film parmi les 5 ou parmi les 6 en incluant Non, on va enlever le dernier. Voilà, alors en fait, je fais semblant de réfléchir, mais il n'y a pas de réflexion, c'est Abel. C'est juste. Abel, c'est arrivé. Alors je crois que c'est sorti la cassette vidéo quand on était plus ou moins à la fin d'Asgard et début Poséidon. Et si tu veux, Asgard, on sortait de 25 épisodes où Araki Himeno n'avait pas travaillé en tant que dessinateur d'un épisode, quoi. Ils avaient fait le premier, le 74, et puis après, ils avaient disparu des radars. J'étais un peu étonné parce que comme je te dis tout à l'heure, j'ai appris à dessiner en fait en essayant de refaire les épisodes qui étaient entre guillemets encore plus jolis que les autres. Et mais j'étais surpris de ne pas voir d'épisode d'Asgard autre que le premier dessiné par Araki Himeno. Donc on cherchait désespérément quand on aimait dessiner les séquences dessinées par. Et là d'un coup, je crois que j'ai vu ça en fait dans une publicité pendant le Club d'eau. Publicité qui dit le film des Chevaliers du Zodiac. Je vois le truc, je vois Abel qui joue de la lyre et tout. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, évidemment, j'ai cherché partout où je pouvais trouver le truc. Je l'ai trouvé assez rapidement. Hein. Et puis là, tu te prends 1h30 d'Araki Himeno dans la tête qui sont juste exceptionnels. Le film, les musiques, la solennité du personnage d'Abel. Bon, bref, évidemment, Abel. Pas très loin derrière Asgard, qui est vraiment très très beau, parce que Asgard, il nous a moins marqué peut-être parce qu'on connaissait déjà l'univers d'Asgard, mais il faut savoir quand même que le film d'Asgard, il a été fait avant la partie, l'arc Asgard de la série, donc tout a été créé pour ce film-là, enfin une grande partie des décors notamment ont été créés pour le film, et du coup ça donne plus de force encore à ce film-là. C'est comme si aujourd'hui tu mates l'épisode 1, 2, 3, et puis que plus tard tu vois les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars, et ouais, bon, c'est pas terrible. Sauf que c'était eux qui étaient à la base. Donc là, c'est vrai que le film d'Asgard, il est vraiment très très bien réussi. Mais bon, ça reste à peine. Mais après, techniquement et visuellement, je pense qu'Araki et Himeno sont vraiment encore plus au top sur le Tenkaichen. Voilà. Et dans le monde du dessin,
est-ce que tu connais un petit peu des dessinateurs, on va dire amateurs, un peu dans le coin qui se rapprochent énormément de ce que fait Araki, comme peut-être Space Weaver, peut-être tu connais David Sopichang ou Damsartist Zembis ou Marco Larbiche, je sais pas si tu connais un petit peu ces dessinateurs-là. Alors je suis plus trop dans le à regarder un petit peu ce que font les uns et les autres. Je vois passer des fois des images, donc c'est à ce moment-là que je me rends compte que voilà, je connaissais pas telle ou telle personne, je vois le nom. C'est vrai que j'ai surtout connu, enfin je connais surtout Nico Space Weaver et Marco Biro, italien. Je vois aussi qu'il y en a en Amérique latine, il y en a quelques-uns, etc. Je vois passer et des choses qui sont extrêmement belles, extrêmement fines d'un point de vue trait, et toujours très influencées par Araki, pour la plupart en tout cas que je vois passer. Mais tu sais, c'est le monde des fan artistes, j'en fais partie, hein, j'en ai fait partie en tout cas, même si aujourd'hui c'est officiel, mais je fais partie des fan artistes, et on se motive les uns les autres en fait, sans le savoir, on se motive quand on voit un dessin fait par Pierre-Paul ou Jacques, on dit putain il est bien celui-là, le prochain, sortir les doigts pour le réussir quoi. Ça marche aussi comme ça. Et on a parlé de tout ce que j'avais pu faire en tant que fan art, machin, etc. Mais tous les fan artistes, tous les gens qui écrivent des fanfictions, tous ces gens-là, ils font vivre la licence. Moi je trouve ça génial de pouvoir mettre un coup de projecteur un peu sur eux, parce que Senseiya, si elle continue à vivre officiellement, c'est parce qu'il y a des gens qui, quand il n'y a rien d'officiel, continuent à faire vivre à leur façon, en alimentant, certes non officiellement, mais en alimentant de plein de nouvelles choses. Et moi j'ai beaucoup de respect pour les artistes en général, et les fan artistes en font partie. Très bien. Bon, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour pour l'entretien général sur ce qui est Jérôme Alquier, et bien sûr sur la future sortie de Time Odyssey. Donc je pense que tu as un emploi du temps qui va rester encore bien chargé, mais où c'est qu'on peut te croiser dans les futurs mois? Alors moi je trouve déjà que tu n'as pas cherché à me tirer les verres du nez sur le contenu de l'album, donc ça bravo. Non, je vais on va essayer de garder, je pense que je fais la vidéo aussi dans un sens pour garder le suspense vraiment jusqu'à la date de la sortie de la BD. C'était vraiment pour savoir un petit peu les coulisses de comment s'est créée cette fusion avec Kurumada, qui est assez intéressante justement de savoir comment vous en êtes arrivé là. Et voilà, il faut garder vraiment le secret un maximum. Tu as dévoilé quelques petits trucs, mais c'est vraiment tout petit. Très sincèrement, c'est bien parce que tu n'as pas spoilé et tout ça, et c'est ce qu'on veut garder jusqu'au 30 septembre. Donc déjà, je te remercie énormément du coup de m'avoir ouvert les portes de ta maison et d'avoir vu cette zone de travail un peu bordélique. Mais c'est comme sûrement tous les dessinateurs également. Moi, j'ai ma planche aussi. Enfin, ma zone de travail, c'est exactement aussi le bordel. Donc de ce côté-là, ne t'inquiète pas. Donc merci beaucoup, merci. Je pense que les gens te le rendront également lors de la sortie de la BD. Donc on attend le 30 septembre. Donc n'hésitez pas les amis à vous jeter sur les précommandes, que ce soit collector ou l'album classique justement sur Senseiya Time Odyssey. Donc du coup, pensez-y à dès que les liens apparaissent, à pouvoir justement vous procurer l'album. Et puis vous pourrez retrouver Jérôme bien sûr sur les différents salons à la rentrée, sur tout ce qui est manga et tout ça, pour d'éventuelles dédicaces également. Donc Jérôme va faire le tour de la France. Dans l'ordre là, il va y avoir Japan Tour, où je vais monter 1 ou 2 jours. Alors je vais pas monter pour Senseiya. Je vais monter pour Boku Albator, où il y aura des planches originales qui seront exposées. Je vais aussi faire un live drawing musical d'Ulysse 31, avec mon ami David Collin de Parallax, qui a réorchestré en version un peu plus rock électrique les musiques d'Ulysse. Il va y avoir la Japan Expo, Paris, où je devrais monter 2 ou 3 jours pour faire déjà un peu la promotion. Alors moins auprès des fans, mais plus auprès des revendeurs, des journalistes, etc., pour écrire certaines choses sur la future sortie de l'album, pour dédicacer Albator aussi. Et puis après, je ferai rien, je pense, jusqu'au 24 septembre, où on fera théoriquement la sortie de l'album, non pas sur le sol français,
parce qu'on ne peut pas le faire avant le 30 septembre sur le sol français, mais on le fera très certainement en Belgique. Donc le 24-25 septembre prochain devrait sortir l'album en Belgique, le 30 en France, et puis après il va y avoir énormément en fait, de dates qui vont venir se mettre pour la tournée promotionnelle de Senseiya. Je devais cet après-midi d'ailleurs en discuter, ça a été remis un petit peu plus tard, mais il va y avoir beaucoup de libraires et forcément de festivals aussi où on va représenter Senseiya le plus longtemps possible pour nous amener jusqu'à Noël. Superbe. Donc vous savez où trouver Jérôme dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans les différents libraires pour vous procurer le fameux album Senseiya Time Odyssey. Mais oui, allez chez les libraires, C'est leur job, les libraires, de vous réserver tout ça. Voilà. D'ailleurs, avant de finir, j'ai une petite boîte à questions. Ça va être un petit peu rapide. Et justement, donc on va voir et on va finir avec ça. Nul pour mettre les réponses du tac au tac, mais vas-y. Alors, quel est le jouet de ton enfance avec lequel tu gardes le plus de souvenirs ? Incontestablement, c'est la navette 3 parties d'Ulysse. Magnifique. Ce jouet, c'est juste une tuerie. Hein. Ce triangle, j'arrête pas de parler moi, hein, mais c'est comme ça. Ce triangle rond et rectangle là qui s'assemble, c'est juste extraordinaire. Tu es plutôt montagne ou plage ? Playa, sans hésitation. La personne disparue avec qui tu aurais aimé dîner ? Araki, bien sûr. Pour rester dans le thème des chevaliers. Alors ça, c'est très très difficile. Droit au but, OM ou RCT. Je rappelle quand même à l'Assemblée que je suis Marseillais. Je suis né dans l'hôpital qui est juste à côté du stade Vélodrome. Ceci répond à cela, évidemment, l'Olympique de Marseille, dont j'ai été abonné pendant plus d'une vingtaine d'années. Un mot pour définir Jérôme, un mot pour définir Jérôme Melquier. Alors un mot pour définir... Oh la vache enfant pour Jérôme. Et Jérôme Melquier... enfant devenu adulte, mais toujours enfant. Non, je ne sais pas. C'est difficile parce que si tu dis une qualité, ça fait un peu prétentieux. Si tu dis un défaut, ça fait... je ne sais pas. C'est une bonne question. Bon. J'ai un joker, c'est ça ? Tu as un joker. Dessiner en couleur ou dessiner en noir et blanc ? Je pense que je suis pas très fort pour le noir et blanc. Enfin, pour le noir et blanc. Faire des traits noirs sur fond blanc... j'adore la suivante. Faire des traits noirs sur fond blanc, ça va. Gérer des grandes quantités de noir pour donner l'illusion qu'il y a de la couleur ou donner l'illusion que voilà, il y a toute une ambiance, etc. Comme le font les dessinateurs de comics ou de manga. Ça, je crois que je sais vraiment pas très bien faire. Donc, j'utilise souvent la couleur pour pas masquer les défauts, mais pour lisser un petit peu tout ça, parce que je sais que je maîtrise pas aussi bien le noir que la couleur. C'est une des raisons pour lesquelles on avait parlé d'ailleurs, pourquoi je tenais vraiment à faire la BD en couleur et pas faire un format manga, parce que je pense que j'ai pas les compétences pour le format manga. Quelle saga as-tu préféré ? Sanctuaire, Asgard, Poséidon ou Hadès ? Les 4. Non, elles sont très différentes et Sanctuaire, ça reste mythique pour les 12 maisons. La partie Asgard, je pense qu'elle est mythique d'un point de vue background des personnages, qui est vraiment très très bien développé. Et c'est presque eux les héros de cet arc, quoi. Avec des musiques hyper mélancoliques ou dramatiques. L'arc Poséidon, il est un peu dénigré, mais moi je trouve qu'il a des très très bonnes idées scénaristiques. Par contre, il va très très vite dans l'animé, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le temps de s'attacher un peu au personnage. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on l'aime un peu moins. Et Hadès, c'est juste une tuerie, quoi. Hadès, c'est vraiment une tuerie. Tu es plutôt slip ou plutôt caleçon ? Caleçon. Quel perso est le plus puissant selon toi ? Saga ou Shaka ? Alors déjà, je te remercie d'avoir cité 2 chevaliers, parce que d'habitude,
Il y a certaines personnes qui me posent cette question-là en me disant si Sangoku affronte Goldorak, à ton avis, qui gagne et tout. Alors moi ça me fait souvent beaucoup rire et tout, donc je me marre, oui, etc. Et là la personne que je suis en face, non mais je suis sérieux, parce que tu crois pas que Goldorak, avec le flux de gros points, Sangoku pourrait envoyer... Ah oui d'accord, en fait tu étais sérieux dans ta question. Donc bon, pour répondre à la tienne, Saga ou Shaka, moi je trouve que Shaka quand même il déboîte. Hein. Il déboîte, je sais pas. Et toi? Je pense que Shaka également. Ouais. Ok. Alors, question suivante. Pizza ou sushi? Je n'aime pas le poisson, donc pizza. Et du coup, pas aux anchois. 3 raisons pour nous convaincre de lire Senseiya Time Odyssey. C'est validé par Masami Kurumada et les équipes japonaises qui sont derrière. C'est une aventure qui met en avant Seiya Shuniki Yoga Shiryu et qui permet dans son histoire d'apporter un coup de projo sur ces personnages-là que pourtant vous connaissez par cœur, et il y a encore des petites choses à apprendre. Et puis, je crois beaucoup à ce projet-là et j'ai convaincu tout le monde autour de moi qu'il fallait y croire. Me donnez pas tort, quoi. Achetez au moins le premier, les gars. Achetez au moins le premier. Hein. Tu nous balances un secret sur Kurumada? Non, ça je peux pas. C'est pas possible. Ça. C'est pas possible. Il a, voilà, je peux pas. Vous connaissez aussi bien Maître Kurumada que moi. Ça se passe super bien au niveau de la collaboration et il a beaucoup aimé Time Odyssey. Ah ben voilà, 4e raison, il a beaucoup aimé Time Odyssey. Tu as une chaîne YouTube à nous conseiller. Ouais, je vais faire de la pub pour Olivier, la chaîne Nebulaire. En dehors de Univers Seiya. Je vois qu'on place le truc, hein. Un barbecue en famille chez moi à la rentrée en septembre, ça te dit? Ouais, si on évite le 30 septembre peut-être, parce qu'on risque d'être un peu pris. Mais oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'embrasse tous les fans de Senseiya, dont aussi je fais partie. Je vous l'ai expliqué, la casquette, on est tous ensemble. J'espère qu'on fera encore de très très longues années vivre Senseiya, que ce soit par notre passion, par le plaisir qu'on a de la partager avec les autres, qu'on fasse des BD, qu'on achète des figurines, qu'on en discute dans des cours de récréation, n'importe quelle manière de faire vivre Senseiya est une bonne manière de faire vivre Senseiya, parce que le but du jeu, c'est que ça reste le plus longtemps possible dans nos mémoires, et faites passer ça à vos enfants, c'est très important. Les biberons c'est bien, l'éducation c'est bien, mais Senseiya c'est encore mieux. Je fais, attends, j'ai des trucs à te montrer, attends, j'ai des trucs de fou là, des trucs. Ça c'est un truc que j'adorais faire quand j'étais gamin, je faisais des panini. Tu vois, je faisais les panini Alors, la caméra, je faisais des panini de Senseiya, homemade quoi. Ben, j'ai vu justement sur ton profil, c'est bien comme tu sais de nous faire découvrir. Oh là. Ça va maman? Oui, c'est moi. Ça va? Oui. Oh putain, c'est la folie. Ça t'a tombé à l'envers, c'est ce que j'ai dit. C'est clair. Oh. Merci. Attends, je vais te trouver un autre truc que ça, parce que j'ai peur que ça se renouvelle là. Oh putain, c'est trop beau. Ça fait mal, c'est sûr. Non, t'inquiète. Non, appelle les pompiers, s'il te plaît. Genre, elle a pas entendu quand même, elle a dû se dire qu'est-ce qui se passe. Tiens, prends ça. Voilà. Tiens. Avant, mais ça. Pardon? T'as entendu un bruit, non? Il est tombé à la renverse. Je suis tombé à la renverse. Bon, tu vas couper, hein? Ouais, mais oui, hein, tu vas couper ou tu veux le laisser sur On peut faire un petit truc à la fin, espèce de bêtisier. Oh putain. Tu vas péter? Non, je rigole parce que du coup. Oh putain. Ah, il y avait une bonne dynamique là. Allez, on reprend.